Tu reviens cette année donc avec un livre que tu vas nous présenter, donc qui fait le lien entre la poésie, donc les arts traditionnels corses, la poésie, et puis comme on l'a vu pendant tout le week-end, c'est très lié à l'entretien du paysage, à l'agriculture, à ce lien entre les villages, leurs terres, etc. Et donc on va te laisser sur scène quand la caméra, on est bon? Oui, c'est bon, voilà. Peut-être si tu peux te présenter aussi. Bonsoir à tous. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Disons que, en écoutant notamment ce matin les différents intervenants qui ont abordé plusieurs sujets, il m'a semblé qu'il y avait beaucoup de ponts à établir entre ce que j'avais entendu ce matin et ma propre démarche. Et là, par exemple, donc, on vient de vous parler de paysage et je pourrais très facilement présenter ma démarche qui a donné lieu donc à la publication de ce livre, en expliquant que finalement, dans mon village, dans le Niol, ou le village maternel à Courches, les gens avaient un peu oublié, avaient un peu perdu la mémoire et avaient oublié qu'il y avait des poètes, qu'il y avait eu des poètes, beaucoup de poètes au village, sachant que au Niol, le grand village des poètes connus, reconnus, c'est Lotzi, avec notamment les noms de Pampajol ou de Pepuvlor, le premier dans l'improvisation, le second dans la poésie plus écrite, les chansons, les chansons. Et donc, en fait, je me suis aperçu que finalement, en cherchant, finalement, la poésie faisait partie aussi, on pourrait dire, du paysage culturel, voilà, du village. Mais pour ça, il fallait gratter, il fallait chercher. À vrai dire, au départ, je n'imaginais vraiment pas que j'allais trouver tout ce que j'ai trouvé, puisque le livre fait quand même 585 pages, il y a 89 chapitres, 89 poètes, plus un chapitre de fragments que je n'ai pas mis à la fin parce que pour moi il est important, j'en parlerai, que j'ai mis donc juste après mon introduction, qui est en français, qui fait 130 pages, 135 pages. Chapitre de fragments où il y a donc encore 20-25 poètes à peu près, et sachant que j'ai aussi une liste d'une trentaine d'autres poètes au village dont il ne reste rien, dont pour l'instant je n'ai rien trouvé. Ça risque d'être pour certains vraiment très difficile, puisque c'était des femmes qui pleuraient pour les morts en poésie, c'était des poésies improvisées pour les mariages, pour les naissances, pour différents événements de la vie et de la vie ordinaire. Et donc, je vais présenter un petit peu mon travail, qu'on peut aborder sous plusieurs angles, mais ici, donc, j'ai voulu développer l'analogie avec le thème du festival. Alors ce matin, d'autres idées me sont venues en écoutant les autres intervenants, mais l'idée c'était le rapport avec le pain. Alors il y a un rapport avec le pain quotidien et ces poésies populaires. On a parlé ce matin de la différence entre la poésie académique, connue et reconnue, et la poésie populaire. Le lien, ça m'a été suggéré par un cousin qui est décédé cette année et qui était aussi un homonyme, Jean-Luc Lugiani, qui était à Calagouche, et qui un jour, d'ailleurs dans son épicerie, dans l'épicerie qui est tenue par ses enfants, me dit « Come li fagiano zoban e fagiano zo poésie ». Et donc, comme ils faisaient leur pain, tous les jours, ils faisaient leur poésie. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai intitulé la présentation de l'ouvrage de ce soir. Donc j'ai déjà présenté 2 ou 3 fois. Le livre est sorti le 6 août dernier à Courches. On l'a présenté à Courches, mais à chaque fois je le présente d'une manière un peu différente parce qu'il y a d'autres résonances. Donc j'ai choisi cela et j'ai choisi aussi les exemples du coup dans l'ouvrage que je vais vous présenter. Je chanterai même une petite poésie, l'une de ces poésies. J'ai choisi des exemples de poésie justement faites à la maison, pour la maison. Donc un mari pour sa femme, un grand-père pour la naissance de sa petite fille. Voilà, des choses qui habituellement ne passent pas au crible la plupart du temps justement de la poésie académique, des critères de la poésie académique. Et au tout début de l'ouvrage, dans l'exergue, donc la première page après le titre, je cite un critique
littéraire, un livre vraiment très intéressant qui s'appelle Artistes sans œuvre. Donc l'auteur c'est Jean-Yves Jouanet. J'avais entendu une émission de radio un jour en voiture et j'avais acheté son livre. Et donc, que dit Jean-Yves Jouanet? Et puis je vais expliquer ce que sont les artistes sans œuvre pour lui. Jean-Yves Jouanet écrit « Ce qu'il est donné à voir de la culture d'une époque est déjà le résultat d'une sélection élitiste, cultivée, bien pensante, parmi les œuvres ayant eu accès à une certaine visibilité. Pointe infinie d'un iceberg. Une multitude de productions n'accède pas à la lumière. » Et donc Jean-Yves Jouanet, dans ce recueil d'articles, en fait, dans cet ouvrage, Artistes sans œuvre, développe ces pratiques assez confidentielles finalement de la poésie. Il y a un chapitre qui s'intitule N'écrire que pour ses amis. En expliquant que, voilà, par exemple, certains poètes publiaient en tirant à 20 exemplaires, 30 exemplaires. Donc c'est vraiment des productions qui effectivement n'accèdent pas à la lumière, qui ne sont pas reconnues par disons les institutions, voilà. Et c'est des poésies donc qui n'ont pas de visibilité, voilà, et qui peuvent être très facilement minorées, du moment qu'on cherche une hiérarchie, voilà, qualitative, etc. Et donc je me suis justement intéressé à ce type de production qui était celle de mes compatriotes, Imo Baïzani, dans le village de ma mère, à Courches. Il y avait aussi des poètes dans le village de mon père qui est plus petit, à Sidos. Mais voilà, je me suis concentré sur Courches parce que j'ai vu qu'il y avait un terrain intéressant. Et voilà, les artistes sans œuvre, aux yeux de Jean-Yves Jouanet, alors ça ne signifie pas des artistes qui ne produisent pas. En fait, justement, ça signifie cela. Ce sont des artistes qui ne cherchent pas la production, j'allais dire, peut-être au mauvais sens du terme, au sens commercial du terme. Voilà. Production, à la fois au sens économique et au sens où on montre, au sens où un artiste se produit, sur une scène de théâtre, par exemple. Et donc, ce sont des créateurs, parce que voilà, il y a quand même une création et une créativité, voire une créativité qui ne donne pas lieu justement à une création visible, mais des gens qui sont capables de faire des poésies, voilà, qui n'accordent pas plus d'importance à cette pratique, mais qui en sont capables. Et en revanche, voilà, qui ne cherchent pas à entrer dans le cadre de la production avec du coup aussi des commandes, des exigences. Écris-moi une poésie sur tel sujet, avec l'idée quand même aussi de la commercialiser, de la faire connaître, voilà, et d'en retirer aussi un bénéfice pécuniaire. Et l'artiste sans œuvre, voilà, c'est dans le sens où cet artiste, par exemple le poète, ne cherche pas à constituer une œuvre, ne cherche pas à être reconnu comme tel. Et donc, il me semblait qu'il y avait une résonance avec l'idée du pain quotidien, l'idée de la cuisine, par exemple. Je vais tout de suite développer une analogie. La cuisine que l'on fait, par exemple, pour soi. On cuisine pour soi-même, bon, c'est pas mon cas, mais on cuisine pour soi-même, voilà, pour se faire plaisir. On prend du temps pour les belles choses et pour les bonnes choses. Et c'est une vision aussi de la poésie que je trouvais intéressante, et on ne cherche pas à la faire voir, mais voilà. Et du coup, on cherche, je dis beaucoup de choses là que je vais garder pour après, mais on cherche à retrouver, je l'ai mis en 4e de couverture, la valeur et la saveur du quotidien, voilà. Alors ça peut être aussi retrouver le goût des poésies d'autrefois qu'on adapte. Enfin, il y a beaucoup de choses, voilà, beaucoup d'analogies à développer et ça me parle beaucoup. Voilà, tout ce que j'ai entendu ce matin, l'idée de retrouver la saveur du quotidien. Donc précisément, j'ai parlé d'analogie. Il existe un reportage, alors je ne sais pas s'il est très accessible, moi je l'avais trouvé dans un lycée, parce que je suis professeur de philosophie, j'ai été professeur sur le continent, je suis rentré en Corse il y a 7 ans. Un film qui s'intitule, donc c'est une série de 4 documentaires qui s'intitule donc L'invention de la cuisine, et c'est le volume, enfin le film consacré, le documentaire consacré à Olivier Rollinger, voilà, qui a été chef étoilé, chef 3 étoiles donc pour son restaurant à Cancale. Et donc donc le film est très très intéressant. On voit qu'Olivier Rollinger a vraiment une démarche d'artiste quand il crée. Et à la toute fin, la dernière séquence, si je me souviens bien de ce documentaire, on voit donc Olivier Rollinger sur la plage de Cancale. Et il dit, alors c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les épices, qui est allé chercher des épices au bout du monde, en Orient notamment. Et donc Olivier Rollinger explique qu'un jour il était en Thaïlande
qu'évidemment, donc, ils avaient mangé dans des restaurants avec les gens qui l'accompagnaient pour s'inspirer de la cuisine thaïlandaise, mais qu'il avait voulu aussi entrer à la maison chez les gens. Et il dit donc, je connaissais quelqu'un et on est allé manger chez sa mère. Et donc la vieille dame lui dit, mais alors qu'est-ce que vous voulez manger? Qu'est-ce que je vous cuisine? Et donc Olivier Rollinger dit, ce que vous faites habituellement, parce que voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et donc c'est toujours Olivier Rollinger qui parle, il dit, cette dame me dit, mais je ne peux pas cuisiner pour vous. Ah bon, pourquoi? Elle dit, parce que je ne vous connais pas. Alors il m'a dit, là, ça m'a interpellé, et il dit, Olivier Rollinger dit, en fait, je me suis rendu compte que dans mon restaurant de 3 étoiles, j'étais en cuisine et que j'envoyais des plats pour des gens que je ne connaissais pas, en me disant que ça allait leur plaire parce que ça me plaisait à moi, alors que c'était peut-être pas le cas. Et donc que j'essayais finalement de cuisiner en visant une sorte d'idéal, enfin il le dit pas comme ça, mais voilà, une sorte d'idéal valable pour tous, une sorte d'universel qui passerait pas par le local, l'adresse, à une personne particulière. Et donc c'est à la suite de ce documentaire, quelques années après, je crois, Olivier Rollinger a renoncé justement à sa 3e étoile. Bon, ils ont ouvert ensuite un restaurant de 2 étoiles à Cancale, mais il a renoncé, voilà, à concourir vraiment pour être le meilleur. Et je vois un parallèle vraiment avec les poésies que j'ai trouvées au village, de gens vraiment simples, ordinaires. Une poésie très, très touchante, je trouve, et très simple, et on retrouve un peu l'essentiel peut-être, sans dévaloriser le reste. Il y avait des gens qui publiaient aussi, et voilà, qui cherchaient une reconnaissance. Il y en a quelques-uns dans l'ouvrage. Mais il me semblait que ces gens-là cherchaient vraiment à faire plaisir à un proche, parfois à eux-mêmes, un proche, à toucher vraiment par leur poésie, par son efficacité propre, 1, 2, 3 personnes, sans le dire, sans chercher une reconnaissance sociale, sans chercher un statut de poète. Et j'avoue que ça m'agace assez, un peu ça c'est mon principe philosophique dans tous les domaines, mais bon, en tant que philosophe, je m'interroge aussi sur ça, bien sûr, sur ma prise de position ici, mais il me semble que les hiérarchies, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse pas, qui me concerne pas. Et on me demande très souvent, alors quel est le plus grand poète, quel est le meilleur, C'est pareil, je chante, je vais vous chanter tout à l'heure une poésie, qual est Cabiu Bella Oggi et qual est Obiu Furt, voilà, qui est le plus fort, y a que ça qui intéresse beaucoup de gens finalement. Et ce que j'ai voulu faire, c'est, je réponds toujours, chacun a sa voix, ognuna ha sua voce. Chacun a quelque chose à porter, chacun a une vision du monde à porter. Voilà, je ne fais pas de hiérarchie, si certains veulent en faire, d'ailleurs c'est intéressant sur le plan littéraire, comment on peut établir une hiérarchie, une qualité esthétique, mais voilà ça m'intéresse relativement peu. Et il se trouve qu'à Courches, contrairement à cet autre village donc de l'Aude, où les poètes étaient connus, reconnus et cherchaient à se faire reconnaître, tout à leur honneur j'allais dire, à Courches, on avait en fait une poésie de gens simples qui ne cherchaient pas à se distinguer par leur poésie. Et donc finalement, ce que je trouvais au fur et à mesure que j'interrogeais les gens, ça correspondait finalement à ce que je pensais sur le plan philosophique. Et donc, du coup, je m'appuie par exemple sur un proverbe corse qui dit « Qui serve au gumun, on serve à nizun », ça veut dire celui qui travaille pour le commun, travaille pour personne. Alors au début, on peut avoir une réaction en disant mais comment alors on flatte les particularismes au niveau politique, le clientélisme, le fait de dire le travail du maire ça n'est pas de faire une route pour tout le monde mais c'est de faire le trottoir devant la personne qui veut le trottoir pour elle, ou les passe-droits et ce genre de choses là. Mais en réalité je me suis dit finalement c'est intéressant, ça rejoignait ce que dit Jean-Yves Jouanet, à savoir que en fait, l'humain, l'universel peut-être, s'il y a un universel, ne peut s'atteindre qu'en travaillant dans l'authenticité du local. Je ne sais pas si c'est très clair, mais si vous voulez, un des poètes du corpus, surnommé Castagnone, et François Santucci, me dit un jour, il avait fait une poésie quand sa femme est morte, il me dit, je l'ai dit à mon fils d'abord, évidemment, et puis, tu peux la publier si tu veux, mais je ne vois pas l'intérêt, ça ne nous concerne que nous. Et en réalité, évidemment, il y a des noms, il y a les prénoms, etc. On peut dire c'est très local, qui ça peut intéresser. Mais il me semble qu'une poésie écrite pour la mort d'une personne réelle de ce type est plus touchante pour n'importe quel lecteur qu'une poésie, par exemple, philosophique sur le thème de la mort, en se disant, tiens, je vais parler de la mort en général. La mort en général, c'est une abstraction. C'est pareil pour la poésie amoureuse.
Il y a un nom, voilà, c'est adressé à quelqu'un, c'est sincère et c'est adressé à quelqu'un. Écrire sur l'amour en général, qu'est-ce que ça peut apporter, hein? Est-ce qu'il existe un amour en général? Est-ce qu'il existe la mort en général comme sujet, hein, finalement? Donc, en cherchant parfois trop vite l'universel, en réalité, finalement, on dit des banalités, on dit des généralités, justement, qui peut-être n'ont pas de sens. J'aime bien le terme espagnol pour dire savoir et saveur, qui est le même, saber, hein, le verbe goûter, hein, et on perd la saveur, en fait, de l'authenticité de la poésie quotidienne et le goût de ce quotidien, finalement. Voilà, on pourrait faire des parallèles. Alors, je vais prendre quelques exemples. Voilà, donc ça, j'ai présenté le principe. Je vais prendre quelques exemples dans le corpus de choses que peut-être on n'est pas habitué à lire dans un recueil de poésie. Alors, par exemple, une poésie de tradition orale composée par donc Marco Maria Santucci, dit Madalo. Il y a une page sur lui. Voilà, j'ai pu sauver ça parce que l'un de ses enfants, que je connais depuis 5 ans, à force de l'interroger, un jour au téléphone, m'a dit « Ah tiens, 2 strophes me reviennent ». C'était l'an dernier, quand je terminais l'écriture du livre. Et donc il m'a récité une poésie au téléphone, je l'ai notée ensuite, hein, 2 strophes que lui a retenues. J'espère que ce sont les plus belles qui ont été retenues. Je me dis cela, hein, pour ne pas désespérer d'avoir perdu le reste. Et donc, je vous lis ces deux petites strophes. Alors ça, c'est le genre de choses quand même qu'on peut rencontrer habituellement dans les poésies, mais c'est la suivante qui m'intéresse. Alors, c'est di una canzone a peso moglie, hein, pour sa femme, Minchek. Alors, c'est très simple, hein, donc il dit « Noi gisimo druadi a vontana l'arpulace, subito gisimo biaggiudi, ma isparto le dorace, e mai abartado gasa quella ia bantanace. O di mari daci insieme forse era uno struestino, a wakiawa te passada, bimu giguestuino, et podami dornombajo ou postugesimo igino. Voilà, très simple, hein, donc nous nous sommes trouvés à la fontaine, nous nous sommes plus, tu m'as ouvert tes bras, tu m'as ouvert ta maison, il donne le nom du hameau, et ensuite, maintenant que le premier vin est passé, envoie-moi encore un baiser, maintenant que du moment que nous sommes proches, voilà. Il y a aviginanza, la proximité, voilà, et les choses sont simples. Et évidemment, cette personne, Madalo, n'aurait jamais cru que quelqu'un publierait un jour ça, voilà. C'était destiné à rester confidentiel, il ne savait pas écrire le corse, enfin voilà, hein. Son fils, c'est l'écrire un petit peu à sa façon, très dur à déchiffrer, donc bon, voilà, mais c'est vrai que, voilà, ça se serait perdu vraiment. En regardant cet ouvrage, je me dis qu'il y a vraiment beaucoup de pages de ce livre. Enfin, voilà, c'est pas pour me mettre en avant, mais si je n'étais pas passé, on peut les déchirer. Voilà, ça disparaît de l'histoire, et c'est des moments du quotidien, mis en poésie, mis en forme, avec toutes leurs saveurs qui disparaîtraient, comme d'autres sont destinés à disparaître, hein, tout ce qui est improvisé, évidemment. Et alors, ce qui m'intéresse aussi, par rapport aussi au thème du slow food et voilà, du festival Ribelazione, c'est la deuxième poésie, parce que quelques jours après, j'ai attendu un petit peu, une quinzaine de jours, et j'ai rappelé donc le fils du poète, qui est poète aussi, hein, d'ailleurs, hein, qui m'a donné quelques poésies, eh bien, je l'ai rappelé en disant, voilà, bon, tu m'as donné 2 strophes, à partir de 3, je fais une page. Sinon, c'est dans le petit chapitre des fragments. Bon. Il me dit, mais je t'ai jamais récité la poésie sur le repas. Ah non, non, non. Alors, c'est une poésie pour ses 30 ans. Hein, donc, son père fait une poésie où il demande à sa femme ce qu'elle lui a fait à manger. Voilà. Alors, c'est vraiment des choses, on pourrait dire, où est la poésie, où est l'élévation? Ben, c'est la poésie du quotidien. Et donc, voilà la poésie. Chi mai va tomince sto giorno beculazione. Et il répond, un piatto e guradela di un giovane montone, tagliarini e lasagnette e frutti la stagione. Una levra ilannada, 4 ueli bernigotti, oghi bella daulada di muscati bansarotti, duluvorno i mugliacci oseranno brestogotti. E io miso a cubada o beffati a gugina, a Cuba di Yabiwenda, baesceglie l'ancantina, no vestimo d'anniversario che si giunta la drentina. Voilà, alors on peut passer complètement à côté de ça, mais voilà. Et il fait dire à sa femme ce qu'elle lui a cuisiné. Voilà. Et ça peut être de la poésie. Alors je ne sais pas si ça vous touche ou pas, mais voilà. Et j'étais étonné que même voilà un ancien professeur
un ancien professeur de lettres dont j'attendais une lecture très littéraire de la poésie me disent bon, je vois pas où est la poésie, qu'est-ce que tu m'as fait à manger, voilà, je t'ai cuisiné un lièvre, etc. Bon, et en fait il m'a dit non, c'est magnifique, et voilà. Et j'ai essayé aussi dans l'introduction, hein, donc qui fait 135 pages qui est en français, hein, le reste est tout en corse. J'ai essayé dans l'introduction non seulement de présenter ma démarche, mais de retrouver un peu ce que j'ai appelé une esthétique de la simplicité, d'essayer de comprendre comment les gens qui me récitaient ces poésies ou auxquels je les récitais au village les comprenaient, selon quels critères. Et je me suis aperçu que ce que la plupart des gens cherchaient, c'était pas la beauté des rimes, c'était pas le travail sur les rimes, qu'on peut aussi chercher par ailleurs, hein, mais c'était le fond, la sincérité. On m'a parfois dit « que est sincera ?» Voilà, ça c'est de la poésie parce que c'est sincère. Voilà, on n'a pas retravaillé, on n'a pas masqué donc la réalité du vécu, de l'expérience vécue. Et donc voilà, j'explique tout ça aussi dans l'introduction. Hein. Donc voilà, c'était un exemple. Hein. Alors vous avez ensuite un autre petit exemple. Là, je vais le chanter. C'est très court. Hein. Donc c'est un sarde, Martine Ocampus, qui était communiste, hein, militant communiste et qui avait fui donc l'Italie fasciste, qui s'était marié à Courche. Et reste cette strophe. Alors j'ai mis quelques fragments de ce poète. Hein, en attendant davantage, il aurait été enregistré au village. Il faut que j'aille du côté d'Ajaccio récupérer les enregistrements s'ils existent. Et donc en fait, son métier c'était donc maçon. Il savait faire des murs. Il a fait des tombes au village, des ponts, etc. Mais les gens de Courche n'avaient en tête que les brebis. Tout ce qui les intéressait, c'était les brebis. Et donc, il n'était pas berger, hein, donc il ne savait pas trop s'occuper des brebis. Et donc, sa femme, un jour, lui dit qu'il était toujours dans la lune. Si sempre a luna. Et le poète répond Anna giochettu minigi, tu si chi sai barla, so cullado a luna e so tornada bulta. Tu vogli rinsegnamenti, un'aiga domanda. Voilà, donc il avait répondu oui, je suis dans la lune, je suis monté, et si tu veux des renseignements, oui, je suis redescendu, si tu veux des renseignements, demande-moi, je vais t'expliquer comment, voilà. Donc bon, voilà un exemple de poésie. Après, voilà, il y a des strophes où il dit à sa femme, avec qui, bon, souvent, peut-être ça se passait mal, il dit « Annavemu la vinida e campemu un'unione, aliuemu e vigliole, demoli la struzione, che lesi a numure luindo tutto lo gantone ». Donc, c'est des poésies vraiment faites à la maison, voilà, où il dit à sa femme « Bon, allez, arrêtons hein. ». Et il y avait une petite strophe amusante que j'ai un peu recomposée parce qu'il manquait, il y avait vraiment le dernier vers, donc j'avais même pas la rime. Donc, j'ai rajouté... il parlait donc de se séparer éventuellement, de divorcer. Et dans une strophe que j'ai voulu noter parce que, vous verrez, j'essaierai d'en parler rapidement, ce sont ce que j'appellerais des semences d'avenir. Hein, voilà. Il ne faut pas perdre ces bouts de poésie, ces morceaux de poésie, ces fragments de poésie, à mon avis. Hein. Ça peut être intéressant. J'ai rajouté donc Unevemo buon affare, et lui disait donc Ci sparteremo e gutiare. Donc on n'a rien, mais on se partagera les petites cuillères. Voilà. Donc j'ai fait une petite rime en disant voilà, Unevemo un affare, ci sparteremo e gutiare. Exemple de petites poésies faites à la maison et qui ont marqué Ibaïsarnia. Alors, un exemple aussi de poésie très simple. Donc, Piero Santucci, page 325. Piero Santucci, Pedro Francesco Santucci, de Courche. Une petite poésie, donc, qu'il écrit. C'est une berceuse, j'en ai malheureusement pas beaucoup dans le livre, j'aurais aimé en trouver plus. Une berceuse qu'il écrit quand sa petite fille, Anne-Paul, naît. Alors c'est très simple, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est, voilà, Faggi Aneso Boesi, ils faisaient leur poésie. Une berceuse, il y en a beaucoup des berceuses connues, hein, Ninina, Namiolilette, etc. Il y a des tubes, je dirais, hein, même en poésie corse. Eh bien, il y a quelque chose de plus quand on prend le temps. C'est comme le pain qu'on peut aller acheter. Voilà, on peut aller, entre guillemets, acheter la poésie, utiliser la poésie qu'on a achetée, le disque qu'on a acheté. À la limite, hein, on peut même passer le disque, hein, puis on n'a plus besoin de chanter. Hein. Or là, la personne, donc le poète, se dit je vais faire sa berceuse à ma petite fille. Et donc, voilà, Anan pe Anabaula. Dormi mio Anaba, dormi buru zigura, di giochi si basavura, tuna piburu brimura. Dormi o Anaba, qui babon ne vidira.
Dormi, dormi, o Anaba, fatti un bello e grande sogno. Agorsi che è così bella quando lo spunta lo giorno. Dormi, dormi, o Anaba, chi babone vi dirà. Dormi, dormi, o Anaba, chi mamone in cugina. Pelawai dos tuigli, pronti bedomaidina. Dormi, 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 o Anaba. Voilà. Et donc Anne-Paul, je connais son père, je ne la connais pas, mais qui travaille à Paris, a sa berceuse faite par son grand-père. Alors, il avait un cahier de poésie, on le cherche, la famille le cherche. Il ne reste que ça, mais voilà, ce peu, c'est beaucoup. C'est comme pour les semences, ce qu'on disait ce matin, il reste pas grand-chose, ça n'a l'air de rien, c'est une petite chose, et ça peut porter beaucoup. Avant de peut-être vous lire je sais pas du tout combien j'ai parlé, je voudrais pas être trop long, mais que l'apéritif puisse commencer. Mais je pourrais dire quelque chose sur ça. Il faut dire que dans ma démarche, au départ, d'abord, je pensais pas du tout trouver tout ce que j'ai trouvé. Donc et il faut que j'ajoute que je cherchais des poésies du passé. Voilà, je cherchais quand même des choses du passé. Alors, mon côté bergsonien, la petite référence à Bergson, du philosophe, me tente à faire dire néanmoins que tout ce que je trouve, ça ne peut pas être du passé. Parce que si ça m'arrive entre les mains, c'est du présent. Ça, c'est un peu ma marotte. Bon. Et donc, déjà, j'ai un peu de mal à supporter qu'on me dise c'est du passé pour quelque chose qui est encore là, qui est encore présent. Bon. Mais ce qui a changé au cours de mes recherches, la surprise, c'était que certaines personnes que j'étais allé voir pour retrouver des poésies de gens de leur famille, leur père, leur grand-père, leur oncle, un jour m'ont dit mais t'as dû voir ton poésie, je t'en ai fait une. Alors ça, c'était pas prévu du tout. Et donc, certaines poésies qui se trouvent dans le livre n'auraient pas été composées, là vraiment, non pas retrouvées, mais composées si je n'étais pas passé, si j'avais pas redonné un peu d'intérêt à toute cette démarche. Ce qui fait que, d'une certaine manière, en cherchant du passé, j'avais fait une petite conférence, on m'avait invité à Corté, que j'avais intitulée donc Cercando Bassa dos Hydro Brisante, et cherchant du passé, on trouve du présent. Mais je pourrais ajouter que cherchant du passé, j'ai trouvé de l'avenir, dans la mesure où ça a produit quelque chose qui était complètement inattendu. Et voilà, pour faire à nouveau une petite remarque de philosophique et d'analyse. Et je pense que j'ai suffisamment présenté la démarche. Et voilà, pour pas être trop long, je vais peut-être terminer. Puis après, à moins qu'on ait le temps peut-être pour des questions, si vous voulez. Mais je vais vous chanter une poésie que je trouve très, très émouvante, de Francesca Vesperini, qui était née Santucci, à Corche, qui avait une auberge à Pedramuned avec son fils Imbroge, qui improvisait, sa fille aussi Mado était poète. Et c'est un enregistrement qu'on trouve, mais il n'est pas, j'allais dire, étiqueté. Donc il est simplement indiqué Pedramuned, le lieu où ça a été enregistré, sur le site de l'auditorium de Pigne. Et je me souviens que j'étais sur le continent, une heure de creux, j'écoutais un petit peu sur Internet, et je suis tombé sur ce... Quoi ? Oui, non, d'accord, ok. Je continue encore un peu. Alors, et je trouve cet enregistrement d'Imbroge, le fils, qui chante. Puis à un moment, quelqu'un dit... alors j'ai transcrit tout le Tiame Rispondi. Au bout d'un moment, quelqu'un dit Imbroge est fatigado e che lui rimpiazza sua mamma. Et donc, je n'avais encore rien de Francesca. Je savais qu'on m'avait dit au village qu'elle était poète. Et donc, elle improvise un petit peu avec les autres chanteurs. Les femmes improvisaient assez fréquemment à Courche. Évidemment, elles n'avaient pas la visibilité qu'avaient les poètes masculins. Et ensuite, elle chante une chanson qu'elle a composée pour son fils quand, à 14 ans, il est parti à l'école de marine à Marseille. Et un peu comme dans la poésie que je viens de lire, où il est question de laver des ustensiles de cuisine pour la petite fille. Enfin, vous verrez, elle termine en disant qu'elle est... peut-être pour les non-corsophones, j'indiquerai ce dont elle parle, mais la dernière strophe, par exemple, elle dit je quitte Marseille, angoissée, et je te laisse il y a les noms, Mimi, Palouane, Tata Jeanne, Mélie, en disant ils laveront tes vêtements. Voilà. Et c'est c'est ce genre de choses qui est proposé dans cette poésie. Donc je vais vous la chanter en reprenant Uer sous la mélodie de Francesca. La mattina di onora mi metto a luburete
solo ega facan logu per bastia lu a telu chi non tu giai duda esse lu mio bullone nuelu culon beccaruri mamma te rasta da sente a me o nulla via guidada ascolla isan dise lasciami barto mamma chi bogu berlumio di genuliso severi culon bondula marina di genuliso gattivi e la gela isciblina che tu di un gasane salvu e obregu sere madina e o non domandu galloni e nemmeno avanzamenti domando che tu ridorni culi buoni sentimenti per fa piace alla domamma a tutti li do parenti allora considerate o quelle che si de mamme ma lo più che mi dispiace che tu ne badi la fame e io ne so lontano o colombo per mandane e o mi neghi tu Marsiglia de longo scende l'affanni e ti lascio un caricato a mimi a paruanni tatta giana gumeli ti lavarano li bagni. Voilà, on peut applaudir la poétesse parce que vraiment... et voyez, il y a tous ces noms, on pourrait dire, bon, c'est une poésie familiale. Mais à un moment, elle dit, hein, alors, vous voyez, si vous êtes mère, hein, vous voyez, considérez si vous êtes mère de la situation qui est la mienne. Et voilà, elle parle vraiment de choses simples. J'ai peur que tu aies faim. Voilà, c'était comme très émouvant, je trouve. Voilà. Bon, voilà, si vous avez des questions, peut-être que Peut-être que j'ai quelques réponses, je ne sais pas. Le philosophe aime bien répondre à une question par une autre question. Bon. J'ai essayé de donner la voix, d'écouter toutes ces voix simples, ces voix de tout le monde, de ces poètes de l'ordinaire. Voilà. Je vous remercie. Pas de questions? Bon, allez. Ah, tu as une question, Franz. Bonsoir, monsieur Luciani. Combien de temps ça vous a pris de rechercher et d'écrire, de mettre en page? Alors, il y a 7 ans de recherche, sachant qu'au début, donc, les recherches étaient, j'allais dire, passive, si on peut dire, parce que bon, j'enregistrais au départ pour apprendre à parler corse. J'ai appris à parler corse il y a 12 ans maintenant, tout en étant d'ailleurs sur le continent. Je faisais espèce de stage intensif l'été au village avec les vieux du village, à Sido aussi, village de mon père, et à Courche, le village de ma mère. Et bon, au départ, donc j'enregistrais les poésies comme le reste, et comme ça me plaisait particulièrement, évidemment, j'accordais un peu plus d'attention, voilà, à ces informations-là, mais c'était mêlé à de la généalogie, à des histoires, stalbadod, des histoires de tous les jours, hein, des anecdotes, voilà. Puis au bout d'un certain temps, bon, je me suis dit qu'il y avait vraiment un terrain favorable.
que les gens étaient intéressés par la poésie et que finalement ils avaient encore mémoire de tout cela. J'ai eu des manuscrits, quelques-uns, ça fait toujours plaisir évidemment quand on trouve un cahier de 25 pages avec beaucoup de choses à transcrire et voilà, ça simplifie les choses. Mais j'étais aussi très heureux de retrouver évidemment des cassettes, des enregistrements, à transcrire évidemment, parce que c'est pas évident toujours de comprendre. Les cassettes sont altérées, hein. Il y a la diction des personnes, et puis il y a aussi le problème de travail du temps pour effacer tout ça. Et puis là où j'étais particulièrement content, c'est quand vraiment quelqu'un me disait, quelqu'un qui ne savait rien d'autre, j'allais dire, me disait, moi j'ai retenu une strophe. Et je me disais, voilà la strophe que je cherchais. Pourquoi cette strophe-là? Voilà. Encore une fois, je me dis que c'était peut-être la plus belle. Et donc, au bout d'un certain temps, voilà, j'ai commencé vraiment à me dire qu'il y aurait matière à faire un ouvrage. Au départ, je l'évaluais. Il y a un petit film qui circule. Corsenet Info m'avait interrogé il y a 2 ans. Je me disais, le livre va faire 350 pages, mais il en fait 585. Bon, parce que quand j'ai commencé à tout transcrire, je me suis aperçu que c'était plus volumineux que je ne pensais. Et donc, il y a eu quand même sur les 7 ans de recherche, de plus en plus active, d'autant que j'étais rentré en Corse entre-temps. Il y a eu quand même 2 ans de rédaction parce que c'était des bouts de papier, c'était des choses que j'avais aussi en tête, hein. Tout était enregistré, mais ensuite les enregistrements étaient très longs. J'aime bien passer du temps avec les gens, donc ça m'arrivait de passer 2 heures, 3 heures avec les gens. Donc la poésie était au milieu. Enfin bon, il y en a que je n'ai pas retrouvées. Je voulais en citer une dans l'introduction. J'ai cherché partout, mais j'ai des tas de mini-disques un peu partout. Bon. Et donc la rédaction, c'était pas évident. Dans quel ordre j'allais les présenter? J'ai choisi de les présenter de proche en proche, c'est-à-dire par famille. Quand je n'avais pas de lien familial pour faire le pont entre 2 poètes, c'était par amour ou par amitié. Quand un poète répondait à un autre, une poésie d'élection par exemple, on a Diame Rispost. Voilà, donc ça, il fallait que je mette en ordre. Et puis ensuite, Dion Diazé Pouvran, qui est un intellectuel corse, m'avait demandé aussi de les présenter en me disant, tu peux pas simplement publier ces poésies, il faudrait les présenter. Alors je les ai assez peu commentées dans le corpus, mais bon, j'ai apporté certains éclairages dans l'introduction, alors sur ma recherche, hein, comment ça s'est passé, donc je développe un petit chapitre d'une 30-40 pages au début. Ensuite, pourquoi publier, pourquoi je publie tout, voilà. Ensuite, il y a un petit chapitre un peu plus sociologique sur le statut de poète, où j'essaie de me demander si eux-mêmes se considéraient comme des poètes, si ensuite ils étaient reconnus, comment ils entraient dans un cercle de poètes. Donc j'ai utilisé plusieurs sociologues, Durkheim par exemple, qui considère que pour qu'un fait social ait lieu, il faut une pression sociale. Or là, c'était visiblement pas le cas. Voilà, il n'y avait aucune obligation de faire des poésies, sauf peut-être pour les femmes qui faisaient la menti pour les morts. J'ai quelques exemples de femmes qui disent à d'autres du village, mais vous savez pas pleurer vos morts, hein, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc peut-être qu'à une époque, c'était un peu un passage obligé. Donc là, il y a peut-être une pression sociale, mais pour les autres, on n'est pas à l'Otsi, on n'est pas dans le village des poètes, où être de l'autre, c'est être poète. Et donc, voilà, j'essaye de montrer que Durkheim, c'est intéressant, mais dans un certain cadre, pour les concours de poésie, où là, il faut produire quelque chose, bon. Mais que ça marchait pas à Courche. Donc, j'essaye d'autres approches sociologiques. Howard Becker, qui a écrit un livre, Les mondes de l'art, où il parle des artistes naïfs, justement, de ceux qui sont poètes sans le savoir vraiment, sans oser se l'avouer, etc. Donc, il y a ce petit chapitre-là. Et puis, un chapitre ensuite que j'aurais pu faire beaucoup plus long, mais j'écrirai peut-être des articles, et puis je poursuivrai le travail, hein. Un petit chapitre sur les différents sujets, pour dire en gros qu'il n'y a pas de petits sujets comme il n'y a pas de petites personnes. Alors on voit quand même au village une ou deux, notamment femmes, qui vantent les mérites d'une personne à propos de ses galons, son grade militaire, etc. Mais il y en a beaucoup d'autres qui vont improviser pour un mort, par exemple. Et bon, ça a été maintenu dans les mémoires, qui est un pauvre berger qui est mort dans sa grotte, qui se trouve à Santa Regina, hein, dans la Scala de Santa Regina, qui en réalité avait tout autant de qualités que les autres, hein. Donc on peut voir aussi entre un poète et l'autre, hein, ces petites différences, quelques personnes qui se croyaient un petit peu plus, qui se voyaient un peu plus haut que les autres, on va dire, hein, mais ce qui ressort quand même, c'est tout le monde au même niveau et
Et voilà, donc je présente ça. J'ai appelé ce petit chapitre, voilà, Isugeti l'occasione a manera, et en français, l'éloge de la simplicité, voilà. Mais ça, c'est vrai que j'aurais pu poursuivre, voilà. Donc ça a été quand même assez long de mettre tout cela en ordre, de me dire, bon, où je m'arrête, hein, de quoi je parle, hein, et puis le livre commençait, voilà, l'éditeur me disait, faudra qu'on s'arrête quand même, parce que bon, et je précise que depuis non pas la parution du livre, où beaucoup se sont adressés à moi, mais depuis que j'ai arrêté le corpus, en septembre l'année dernière, on a fait une petite exception pour 2-3 poètes anciens, on a rajouté 3-4 pages. Depuis que j'ai arrêté le corpus, j'ai